Mes amis, bien le bonjour. Malgré mes chemises à fleurs, j'ai deux ou trois longueurs. Certains se rappelleront de la référence. Vous savez, aujourd'hui, si tu te rappelles l'époque où X s'appelait Twitter, c'est que t'es vieux. Voilà. J'aimerais vous dire un truc. Annoncer une bonne nouvelle en réalité. Nous sommes samedi soir. Et je pense que parmi les titres qu'on aura lundi, ça sera que le traité, ce fameux traité sur les pandémies de l'OMS, va s'effondrer. Il va s'effondrer lundi. Ils vont vers un méga échec. Alors peut-être que je donne ma langue au chat, peut-être que j'ai envie d'y croire, peut-être que j'ai envie d'être optimiste pour une fois, n'est-ce pas? Lundi, on attendra lundi, mais je pense très fortement qu'il va s'effondrer. Alors ce traité, je vous raconte, ce traité, l'OMS rêve de le faire signer depuis 2 ans. Pratiquement au sortir de cette sinistre période qu'on a appelée la crise sanitaire. Vous vous rappelez, cette période où les gens allaient se bagarrer dans les supermarchés pour revenir avec des camionnettes de papier de toilette. Vous vous rappelez cette période? Eh bien, depuis ce temps-là, l'OMS voulait profiter du fait que les peuples, les administrations, les États étaient subjugués, ils semblaient être subjugués complètement, pour faire avancer ce traité. Ce traité, littéralement, donne le pouvoir à Monsieur Tedros, donc le patron de l'OMS. Lui donne des pouvoirs absolument illimités sur tous les pays signataires. Il voulait que tous les pays de la planète signent. À condition qu'il prononce un seul mot. Pandémie. Écoutez, c'est comme si moi, vous dites, écoute Aldo, je vais te donner un chèque en blanc, je vais te donner une procuration sur mon compte, tu utilises l'argent quand tu veux, mais à condition que tu utilises le mot, je sais pas moi, boîte d'aspirine. Voilà. Bah, figure-toi que je vais utiliser le mot, je vais dire boîte d'aspirine. C'est exactement ce phénomène-là qui inquiète les gens. C'est-à-dire que une fois que l'OMS a des pouvoirs étendus, et il faut savoir qu'ils ont utilisé le relais médiatique, ils ont fait parler des célébrités, des chanteurs, des humoristes, des religieux qui disaient le monde a besoin de ce traité, sauvez-nous, signez s'il vous plaît. Signez. Et par la suite, on se retrouve avec 100 pays contrôlés par encore une instance supranationale. Il faut savoir une chose, que dans le monde occidental en particulier, en Europe encore pire, on a de plus en plus de décisions qui ne reviennent plus au peuple. C'est une forme très, même pas subtile aujourd'hui, très évidente de déni de démocratie. Il y a plusieurs manières de te dénier ta liberté et ton droit de citoyen, d'exercer ton choix en tant que peuple souverain. L'une des techniques, il s'allume ce truc, elle est hantée cette voiture. Alors, je disais que l'une des techniques qui est utilisée, c'est le fait que tes élus à toi, que les gens que tu vas élire, que tu peux encore élire, auront de moins en moins de pouvoir. C'est-à-dire que tout leur sera imposé de quelque part. Il y a des choses qui viendront de Bruxelles, d'autres viendront de Genève, d'autres de New York, d'autres tu sais pas d'où, mais en réalité, tu vas élire des gouvernements, des États complètement fantoches, qui serviront à rien. C'est ça le but du supranational. C'est toujours aller signer des accords contraignants et laisser d'autres faire très loin. Et comme ceux-là ne sont pas soumis à un vote démocratique, tu ne peux pas les censurer démocratiquement. Tedros, tu votes pas pour lui, tu vois, mais il peut devenir ton patron. Il peut devenir quelqu'un qui dirige ta vie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'OMS était trop ambitieuse. Elle voulait surfer sur cette subjugation le plus vite possible. Foiré, raté. Durant 2 ans, elle a commencé un petit peu à mettre de l'eau dans son vin. Ils ont commencé à faire des concessions, reculer, en se disant, on fait signer les gens. De toute façon, le but, c'est faire accepter le principe. Rappelez-vous, l'Union européenne, elle n'a jamais commencé comme un super État. L'Union européenne a commencé comme une sorte d'accord sur l'acier et le charbon. Elle s'appelait comme ça, l'acier et le charbon. Donc, on signe un accord pour l'acier et le charbon, et plus tard, voilà. Plus tard, les gens n'auront pas leur monnaie, ne contrôleront pas leurs frontières, ne contrôleront pas leur justice, on leur imposera des lois, et puis on pourra même les amender, s'ils ne respectent pas les décrets que nous émettons en leur direction. Vous voyez? Ça n'a pas commencé comme ça à la base. Donc,
Là où l'OMS a fait une erreur, ils ont fait une erreur psychologique. Au lieu de signer, faire signer un mini-accord, et puis se dire par la suite on va creuser, qu'est-ce qu'ils ont fait dès le départ? Ils sont partis avec littéralement une nouvelle constitution, un truc supranational pur et dur. Au départ, les gens étaient prêts à signer. Au départ, ils étaient prêts. Mais par la suite, quand on s'éloigne de cette sinistre période, il y a des réveils qui sont en train de se faire, et là, soudainement, il y a de la résistance. Alors, ils ont commencé à freiner un petit peu, donc en mettant de l'eau dans leur vin, en revenant sur certains éléments. Et puis, bon, ça va s'effondrer. Pourquoi? Il y a des pays qui ne veulent pas signer. Par exemple, la Slovaquie l'a rejeté entièrement. La Slovaquie dit, nous, on ne signe pas ce truc. Fini. Or, ce truc ne marche que si tout le monde le signe. Un autre pays, de manière très étonnante, mais un pays important pour ce système, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a dit, la délégation britannique a dit, ils n'ont pas dit on rejette. Vous savez, les Britanniques sont très portés sur la chose, ils sont contraires, sur un petit peu, ils sont très mous dans leur manière de parler, tout ça. Ils n'ont pas dit on rejette, ils n'ont pas fait comme les Slovaques. Ils ont dit, nous serons heureux de signer, à condition qu'ils ne viennent pas interférer sur notre souveraineté. Mais en l'état, ce traité ne respecte pas notre souveraineté, donc on ne va pas signer. Vous voyez le truc? Ce qui fait qu'ils ne vont pas signer lundi. Alors, la délégation britannique, ou les politiques britanniques de manière générale, ne sont pas des souverainistes dans l'âme. En général, c'est plutôt le contraire. Mais pourquoi ils ont refusé de signer? Alors, j'aime croire, ou je veux croire, que c'est un des effets du Brexit. Dans quel sens? C'est quoi le rapport entre le Brexit et cette histoire de l'OMS? Je vous raconte la connexion qu'il y a entre. C'est que le public britannique, en votant massivement pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne, a montré que c'est un public qui pardonne tout, qui ferme les yeux sur tout, sauf les questions de souveraineté. Il a montré qu'il y a une sensibilité de souveraineté, une demande, une soif de souveraineté extrêmement forte dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les politiques, les partis, tout ça, tous les organismes qui comptent dans ce pays, ou qui veulent compter, ou qui veulent rester dans l'équation, savent une chose maintenant. Tu déconnes sur tout, sauf sur la souveraineté. Je veux dire, avec ce peuple, fais ce que tu veux, juste ne va pas signer un papier qui aliène leur souveraineté à une instance internationale, parce qu'on a vu ce que ça a donné avec l'Union européenne, et on n'a pas envie de partir sur une autre histoire. Vous voyez le truc? C'est ça l'idée. Donc, le Royaume-Uni n'a pas signé. C'est pour ça que la chose va collapser. Mais, je vous dis un truc. Bien sûr, c'est pas la Macronie, n'est-ce pas, qui serait opposée à ce traité. Ah, ils auraient été le signer littéralement, ils seraient mis à quatre pattes pour le signer, juste pour la bonne mesure. Je vous dis un truc. Si ce traité avait été signé, mais attention, il pourrait être signé dans le futur, parce que l'OMS ne va pas abandonner, il ne faut pas croire. C'est des plans de fous furieux. Il y a des gros milliardaires derrière. Vous savez, j'avais lu un chiffre, vérifiez s'il vous plaît, 80% du budget de l'OMS ne vient pas des pays membres. Il vient de milliardaires. Il vient de riches qui injectent de l'argent là-dedans, et bien sûr, ils veulent avoir un retour sur investissement plus tard. Donc une fois que M. Tedros monte sur un carton puis hurle « pandémie », puis qu'après il devient le contrôleur, il devient techniquement un gérant, n'est-ce pas, de 194 pays, comme il dit, à ce moment-là, il peut tout faire pour rendre l'ascenseur à des gens qui investissent des milliards dans le système. On est d'accord? Donc, je continue. Si ce traité était signé, il servirait, comme on dit en anglais, de blueprint, il servirait de modèle pour d'autres traités similaires. Par exemple, on pourrait imaginer, juste pour vous dire, on pourrait imaginer que on signe un traité sur les crises économiques. Imaginons qu'un jour, on a une crise économique, d'ailleurs on est en plein dedans. Imaginons qu'un jour, on se dise, il faut signer un traité pour les crises économiques. Ce traité, on le signe et on donne notre souveraineté au patron de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On lui donne notre souveraineté quand il y aura une crise économique. Donc ils n'ont qu'à crier « crise économique !» et on leur dit « vous venez nous contrôler ». Et après, ils auront tous les droits sur nous. On peut avoir, par exemple, un traité avec l'Organisation mondiale de la météorologie. En fait, tous ces organismes qui dépendent de l'ONU, si on signe avec l'OMS, on peut imaginer qu'elles voudront créer dans leur secteur de spécialité
voudront créer un traité mondial. Ils peuvent dire, bon, voilà, là, on a un problème climatique, il fait trop chaud, il fait trop froid, il a plu, il a neigé, il y a du vent, il n'y a pas de vent. Et on peut soudainement se retrouver avec un administrateur. Donc, on va passer d'un administrateur à l'autre. Ça veut dire, on est géré pendant 1 an et demi par Tedros, on est géré après pendant 6 mois par un autre, après pendant 1 an par un autre, selon les mots-clés qu'ils utilisent. Vous voyez, ça peut être ça. On peut imaginer, si on donne, vous savez, l'OMS, c'est donc un ramassis de gauche, de wokistes, de mondialistes, tout ça qui sont mélangés. Hein. Les mélanges des genres aujourd'hui est absolument horrifiant. Il y a des choses qui se mélangeaient pas, qui se mélangent aujourd'hui. Quand par exemple le globalisme financier et le gauchisme, qui sont censés être des ennemis, ben aujourd'hui ils sont main dans la main. C'est littéralement, j'aimerais vous dire, c'est une phrase que je cite dans l'un de que je cite pas, c'est moi-même. Je veux dire, je vais pas commencer à me citer moi-même, mais je vous dis ce que la phrase à peu près dans ces eaux-là. Nous vivons aujourd'hui dans la droite, hein, la droite de l'argent, la droite de l'argent et la gauche de l'idéologie, hein, qui se mettent ensemble. Hein, il y a plein de gens qui disent oui, moi je suis pour la droite des valeurs, la gauche du travail. Et ben là on a la droite du travail et la gauche des valeurs. Hein, ça signifie la droite qui va financer le camp et la gauche qui envoie le capot pour te surveiller. Hein, c'est ça, pour te pousser dedans, pour te pousser dans le wagon. C'est ça le problème qu'on a. On a cette sorte de mariage un petit peu contre nature, hein, si je puis dire. Alors en fait, on peut imaginer des trucs du genre. Un jour, tu peux avoir, imagine, tu es sur TF1 ou BMF TV ou un truc comme ça, le soir, et là tu regardes un reportage avec une voix off, suave. Alors, Mamadou est venu avec sa famille depuis la Guinée orientale, enfin, ou équatoriale, ou septentrionale, peu importe, hein, je dis ça comme ça. Et puis, il a ramené sa femme et il a ramené 4 de ses enfants. Devant notre caméra, il témoigne que c'est un réfugié. Qu'est-ce qu'il a amené à devenir un réfugié vaccinal? Donc voilà, Mamadou est un réfugié vaccinal parce que voilà, il arrive, il dit oui, dans mon pays, on n'avait pas, je limite surtout pas. Donc je disais que voilà, il raconte que dans son pays, il n'a pas eu accès à la couverture vaccinale. Et donc, voilà, par le biais de l'OMS, il devient un réfugié vaccinal. Il arrive, voilà. Il arrive et puis il se réunit dans une salle avec des réfugiés climatiques, avec des réfugiés économiques, avec des réfugiés, je sais pas quoi. Hein, il y aura de tout, hein, des réfugiés sexuels, des réfugiés, vous savez, hein, pratiquement toute l'humanité aujourd'hui a le droit de se réfugier en France, qui est un pays tellement extraordinaire que l'humanité entière a le droit de venir. Comme disait Brel, c'est petit mais il y a de la place, quoi. Venez tous et dites que c'est pour le gaz. Donc, mes amis, c'est quelque chose, voilà, c'est une bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, mais regardez le côté pessimiste, hein, c'est un problème, côté pessimiste de l'oriental. J'arrive avec une très bonne nouvelle et je suis obligé de parler du réfugié vaccinal. Mais tu peux pas me dire, il y a un truc, tu peux toujours dire oui, aldostérone, tu exagères, tout ça, mais ton histoire de réfugié vaccinal, c'est pas crédible. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux plus dire ça. Aujourd'hui, tout est sur la table. Je cite ceux qui dit tout est sur la table. En fait, il dit pas tout est sur la table. There is nothing off the table. Il n'y a rien qui ne soit pas sur la table. Ça, c'est les propos de Schwab, de Klaus Schwab, le patron du WEF qui est en train d'organiser sa succession. D'ailleurs, il a un petit peu réduit la voilure récemment, ces derniers jours. Il a démissionné de son rôle comme le président et tout ça. Il est en train de préparer. Il va faire 90 ans quand même, M. Schwab. Il est né, je crois, en 1900, ne me citez pas, 1938, je crois. Donc, c'est quelqu'un qui se fait vieux. Donc, doucement, il est en train de donner ou de déléguer quelque part. Parce qu'il veut pas qu'un jour il meure et puis, soudainement, le WEF se retrouve dans une... qui est en train d'appeler? Qui est en train d'appeler? Je sais même pas qui c'est. Que le WEF se retrouve dans une situation de couper. J'aurais dû arrêter le téléphone. Voilà, se retrouve dans une crise d'alternance ou dans une crise de succession. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une crise de succession. Vous savez pourquoi je n'aime pas répondre au téléphone? Je vais vous le dire, là, on est entre nous. Il y a une question que je ne supporte pas. Les gens, ils m'appellent, ils commencent toujours par « Comment ça va ?» Tu veux que je te dise comment je vais? Je vais te dire. Je réponds comme ça à tout le monde. Déjà.
Je suis un humain, d'accord? Je suis dans une enveloppe charnelle qui se dégrade heure après heure, jour après jour, ok? Qui est mortelle, qui est terminée, hein, elle a une date d'expiration que je ne connais même pas. Je suis sur un caillou, sur un rocher, je suis sur une planète qui est en train de foncer dans l'espace à 30 km par seconde. Et je ne sais même pas où elle va. Donc voilà comment je vais. Ok, tu me demandes comment je vais. Alors vous savez, comment tu vas? Tu veux que j'aille bien? Qu'est-ce que je veux que je te dise? Je suis sur un rocher qui est en train de foncer dans l'espace. Je ne sais même pas où ça commence cette histoire. Où est-ce qu'elle va finir? On est en train de tourner autour, hein, autour d'une étoile qui brille, qui sort le matin, qui redescend le soir. Je suis dans une enveloppe charnelle expirable. Il y a plein de gens qui ont expiré. Hein. Je connais plein de gens qui voilà, ça arrive, bam, ils partent. Tu me demandes comment je vais. Tu crois, toi, devine comment je vais. Hein. On est coincés, on est tous dans cette tourbe. Je sais même pas ce qu'on fait là. Enfin, je déteste cette question. Comment tu vas? Tu veux que je te dise, comment je vais? Ah bah, je vais bien. Toi? Bah, je vais bien aussi, ok? Tu t'es pas rendu compte que tu es sur un rocher, là, en train de tourner, que tu vas mourir? Hein? Non? Hein, t'as pas frappé, ça? Tu vas bien quand même? Posez pas la question comment je vais. Voilà, tout sauf celle-là. Ne me posez pas. Si tu m'appelles, il n'y a pas de souci, tu m'appelles quand tu veux. Ne dis pas comment tu vas. L'autre jour, quelqu'un m'a appelé, il dit comment je vais? Aimer, s'il te plaît, aimer. Commence à émettre. Voilà, t'es sur la fréquence, je t'écoute là, je suis là. Ok, 5 sur 5, aimez, s'il te plaît. Émettez, s'il vous plaît. Quand vous m'appelez, émettez. Tu m'appelles, tu peux dire salut, et tu commences à émettre. Mais ne pose pas la question comment je vais. Voilà. Parce que la situation est grave, mais pas désespérée. Voilà, mes amis. Je disais, l'oriental, il est pessimiste, tout ça. Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle à la base. Donc, cette vidéo n'a même pas atteint son objectif. Ah, la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vais essayer d'être objectif. Enfin, pas objectif. Pas d'objectif. La prochaine fois, je vais être optimiste parce que l'objectif était d'être optimiste. C'était pas que l'optimisme était censé être objectif. Je crois que dans ce sens, ça va aussi. Hein. Voilà, mes amis. Je crois que je vais vous laisser. Parce que là, mon cerveau commence un petit peu à mélanger tout. Je commence à avoir des signaux bizarres dans la tête. Hein. Il y a des gens qui posent la question, Aldo, t'as pris quoi? J'ai rien pris, en fait. J'ai rien pris. Mais tu sais que dans un cerveau humain, il y a assez de produits chimiques, juste naturellement, ce que ça produit. Hein. Il y a assez de produits chimiques pour t'envoyer en tôle jusqu'à la fin de ta vie. Moi, je te le dis. On dit oui, le truc, c'est interdit, machin. Je t'assure qu'on en a plein dans la tête. Hein. Il y a plein de choses qu'on en a dans la tête. Et ça suffit. T'as pas besoin. Comme disait Gainsbourg, zéro héros. Jamais. Je touche jamais à ces saloperies. Jamais de la vie. Il y en a assez dans ma tête, je veux dire. Il y en a assez dans ma tête. Pourquoi je vais acheter de la merde? Il y en a assez dans ma tête. Voilà, c'est tout. Il y a des hauts, des bas, comme ça, c'est la vie. C'est la vie, tu crois quoi? Hein, on est sur le Club Med? Hein? Non, on est sur Terre. Sur un caillou, 30 km/h par seconde, mon ami. 30 km/h par seconde. C'est absurde tout ça, des fois, tu sais. Des fois, je me rends compte de l'absurdité de tout ça. Tu vois, je me dis, c'est absurde. C'est absurde. Je peux être là, en train de vous parler. Je parle de l'OMS et tout. Ça a l'air d'être censé, hein. À la base, hein, fondamentalement, tu réécoutes la vidéo, ça a l'air censé. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de sensé dans notre monde. Je pourrais te parler de l'OMS. Ça serait tout aussi sensé, ou moins sensé, ou plus sensé, que si aujourd'hui j'enlevais mes habits, je commençais à courir là dans le parking là, en courant, et en disant que j'ai vu Dieu, ou je sais pas qui j'ai vu. C'est du même niveau. C'est exactement du même niveau. Vu la situation dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas? Il y a rien off the table. Je t'assure, je commence à comprendre. Je vois quand il dit qu'il n'y a rien qui n'est pas sur la table. Je veux dire, voilà, j'ai l'impression de vivre dans un système complètement absurde des fois. Hein, et je vous assure, c'est pas politique. Hein, des fois, il y a des moments où c'est l'impression que j'ai. Voilà mes amis, je vous vois dans une autre vidéo. Je sais pas pourquoi je fais des hors-sujets. Je devrais rester dans le sujet. Reste dans ton sujet. Tu veux parler de l'OMS, tu arrives, garde ta voiture, mets la vidéo. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'OMS. Voilà, vous savez, le traité qu'ils ont commencé à discuter au sortir de la sinistre période qu'on a appelée le Covid. Ok, là ça va.
Il sort du sujet, là, tu vas te parler de terre qui tourne, te mettre à poil dans un parking, parler de Dieu, des trucs comme ça. C'est dingue quand même, c'est dingue. Et ma casquette, il y a des gens, ma casquette, je l'enlève le jour où je vais chez le coiffeur. Je vous donne une idée de business, je finis sur ça. Une idée de business absolument extraordinaire, je vous la donne, gratuitement. Pour vous remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est pas tout le monde qui écoute jusqu'au bout. Vous créez, écoutez celle-là, un salon de coiffure silencieux. Silencieux. J'arrive chez vous comme ça. Ne demandez pas comment je vais déjà. Voilà. Dans le silence. Dans le silence. Oh. Je vous assure, s'il y avait un cabinet, je ne sais pas si on dit un cabinet, un salon, c'est pas un cabinet. Un cabinet de coiffeur ou un salon de coiffure silencieux, oh, j'irai tout le temps. J'irai me faire couper les cheveux. Je rentre. Il n'y a même pas la sonnette qui fait du bruit, rien. Je rentre. Je m'assois. Génial, génial. Voilà mes amis, je vous laisse. Je reviens une autre fois. Je ne sais pas quand, mais je reviens. Et on attend lundi avec impatience. À très bientôt.